tous pour ce deuxième épisode des X de la physique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène physique très prometteur pour notre société. Je parle bien sûr de la supraconductivité. Ce phénomène a été découvert en 1911 par un physicien néerlandais, Heike Kamerlingh Onnes, lorsque celui-ci menait la course à la liquéfaction de l'hélium. En effet, à cette époque, plusieurs scientifiques tentaient de liquéfier l'hélium, le gaz ayant la température de liquéfaction la plus basse connue. Le record de la plus froide liquéfaction était tenu par un Anglais qui avait liquéfié de l'hydrogène à moins de 150 degrés. Heike arriva à liquéfier l'hélium en 1908 grâce à une machine qui produit des températures proches du zéro absolu et liquéfie l'hélium à une température de moins de 169 degrés. Par la suite, il teste son hélium liquide sur différents matériaux, en particulier sur le mercure. Il remarque que lorsque le mercure atteint une température critique de 4,2 Kelvin, soit environ moins 268 degrés, il acquiert des propriétés incroyables. Heike venait de découvrir la supraconductivité. À partir de cette température critique qui est propre à chaque matériau, le supraconducteur acquiert une résistance électrique nulle. C'est-à-dire que l'électricité n'a aucune perte en traversant le supraconducteur. Pour bien visualiser le concept de la résistance électrique nulle, imaginons un anneau supraconducteur dans lequel on injecterait du courant. Eh bien, le courant circulerait indéfiniment dans l'anneau sans perdre le moindre milliampère. Pour expliquer ce phénomène, il faut se ramener à l'échelle atomique, et plus précisément à l'échelle quantique. Les électrons composant le courant qui va traverser le supraconducteur vont se mettre par paires de deux, que l'on appelle paires de Cooper. Toutes ces paires vont former ainsi une sorte de vague quantique appelée superfluide. Tous les électrons présents dans cette vague peuvent être à tous les endroits en même temps, mais dès qu'on les observe, ils prennent une place bien définie. C'est pour cela qu'on parle de vague quantique. Ce superfluide traversera donc le supraconducteur en n'ayant aucune résistance avec celui-ci. Avec le temps, d'autres supraconducteurs ayant des températures critiques bien plus élevées ont été découverts, comme le plomb qui devient supraconducteur à moins de 166 degrés, ou le niobium qui devient supraconducteur à moins de 157 degrés. Plus récemment, une nouvelle famille de supraconducteurs a vu le jour. Ce sont les cuprates, qui ont une température critique de l'ordre des moins 140 degrés. Les cuprates sont composés la plupart du temps d'atomes de cuivre et d'oxygène, agencés d'une façon compacte avec des atomes de baryum et d'yttrium. Ces cuprates ne sont pas très utiles lorsque leur température est au-dessus de leur température critique, mais dès qu'ils sont refroidis assez, ils deviennent d'excellents supraconducteurs. Les supraconducteurs ont une autre propriété assez spéciale. En effet, ils réagissent d'une façon particulière aux aimants. Lorsque l'on place un supraconducteur sur un aimant, celui-ci se met en lévitation. Comme on peut le voir sur cette vidéo, les supraconducteurs suivent les aimants et ne peuvent pas en sortir. Ils sont tellement bien liés aux aimants qu'ils ne s'égrochent même pas lorsqu'on retourne les aimants. Cette réaction au magnétisme s'explique justement grâce à la résistance électrique nulle. Lorsqu'un supraconducteur croise un champ magnétique, dans ce cas-ci un aimant, celui-ci va générer un courant dans ses extrémités et ainsi repousser le champ magnétique. Le champ magnétique va alors dévier le supraconducteur. On remarque aussi que le supraconducteur est plutôt stable. C'est parce que celui-ci ne possède qu'une seule charge, soit plus, soit moins, contrairement aux aimants classiques qui en possèdent deux. C'est pour ça que lorsqu'on tente de faire léviter un aimant au-dessus d'un autre, l'aimant du dessus va se retourner pour coller sa face de charge opposée sur l'aimant. Actuellement, les supraconducteurs peuvent avoir diverses applications, comme par exemple faire des trains lévitant au-dessus de rails aimantés pour annuler les frottements entre le sol et le train. Un de ces trains a déjà été construit au Japon et peut atteindre des vitesses de l'ordre de 500 km/h. Mais ce type de train pose des problèmes, comme l'alimentation en refroidissant, la plupart du temps de l'azote liquide. En effet, il faut stocker d'énormes quantités de refroidissant pour que les supraconducteurs restent en dessous de leur température critique. Sinon, c'est la catastrophe et le train déraille. C'est pourquoi les lignes de ce type sont très peu nombreuses car très chères, et surtout très courtes en raison des réserves de refroidissement limitées. Un autre exemple, l'accélérateur de particules LHC du CERN utilise aussi les supraconducteurs.
Ils sont utilisés pour maintenir les particules dans la bonne direction grâce à leurs propriétés magnétiques, car le LHC est courbe. Il faut donc que les particules suivent la courbe. Ces supraconducteurs sont donc très puissants et doivent être refroidis à de très basses températures. C'est pourquoi que le CERN utilise de l'hélium liquide à moins de 169 degrés pour refroidir ces supraconducteurs. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, à plus pour un autre épisode.